c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, Christine Fréchette qui prépare sa rentrée parlementaire et qui va commencer avec une espèce de coup surprise? Appelons ça la jambette Charles Milliard. Là. C'est à peu près ça comment on pourrait le justifier. Un projet de loi dont elle annoncerait le dépôt là aujourd'hui pourrait être déposé dès mercredi. Ça vise à faire quoi? Uniquement à renouveler la clause dérogatoire sur la réforme de la loi 101 qui arrivait à échéance en 2027, en mai 2027, dans un an, mais elle la renouvellerait dès aujourd'hui, forçant le chef libéral à se commettre. Finalement, est-ce qu'il vote pour? Est-ce qu'il vote contre? Et finalement, est-ce que c'est une ligne à l'eau qu'elle lui envoie ou est-ce que finalement, elle va le faire couler? Parce que c'est finalement un jeu qui est partisan. Là. L'objectif, là, la clause dérogatoire, si on la renouvelle pas aujourd'hui, elle protège encore la réforme de la loi 101 jusqu'en mai 2027. Je pense que l'objectif est double et démontrer à l'aile plus identitaire de la coalition Avenir Québec qu'elle est prête à en faire une priorité, l'identité. Et donc, son premier geste législatif comme première ministre, c'est pour la clause dérogatoire pour la langue française et en même temps, mettre un peu de problème dans le caucus du Parti libéral du Québec, étant donné que Charles Milliard, là, disons que ça lui a scié les jambes, on va se le dire franchement, l'histoire de la clause dérogatoire. Je comprends. Mais est-ce que ça pourrait pas aider Charles Milliard? Je prends ça à l'inverse, parce que Charles Milliard se retrouve piégé. Puis, devant son caucus, et devant son parti, et devant les circonscriptions anglophones, ça pourrait peut-être lui donner l'argument pour dire, ben moi, si je veux gagner les élections, il faut que je sois perçu comme nationaliste. Puis si je tombe pas dans le piège, si je vote avec les autres là-dessus, ben ça devient un pétard mouillé pour Christine Fréchette. Ça devient la preuve que le Parti libéral va défendre le français, puis qu'il y a peut-être juste la petite carte qui manquait au Parti libéral pour convaincre l'électorat. Tu sais, hier, il présente une grosse candidature. Moi, je vois ça comme un... Effectivement, là, si ça met la pagaille dans le caucus, dans le parti, puis que là, dans les associations de comtés anglophones, ça peut faire dérailler le Parti libéral. Mais ça peut donner à Charles Milliard la carte pour dire, ben là, regardez bien, là, vous voyez bien que je suis dans un piège, vous pouvez pas me faire... C'est un harakiri pour notre parti. Et donc, mettre la pression sur des gens qui vont se rallier de force, là, mais qui... En tout cas, je me posais la question. Ben, c'est évident. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est une ligne qui lui envoie, une ligne de sauvetage? Parce que si la décision n'était pas obligée d'être prise aujourd'hui avec le dépôt de ce projet de loi, il va devoir se commettre plus tôt que tard. Et ça pourrait finalement justifier pour que ça passe auprès de son caucus et que ça passe auprès de ses associations. C'est une bonne stratégie politique, Mario, de la part de Christine Fréchette que de le corner un petit peu Charles Milliard. Mais là, si on regarde ça pas d'un point de vue partisan, j'ai personnellement de la misère à ce qu'on utilise la clause dérogatoire à des fins partisanes. Parce que, ultimement, c'est ça. Il n'y a rien qui justifie aujourd'hui de devoir renouveler la clause dérogatoire. Elle est là jusqu'en 2027. On ne le fait uniquement que pour des questions partisanes. Et je me dis, tu sais, on parle beaucoup de clause dérogatoire, mais tu sais, son utilisation est symbolique, son utilisation est solennelle. Et il faudrait que ça demeure comme tel. Elle doit continuer à être solennelle et symbolique, pas devenir un outil de politique partisane que l'on brandit pour faire mal à l'adversaire. À la nuance près, que j'ai l'impression, parce que là, nous, on l'analyse comme ça, j'ai l'impression qu'elle, ce qu'elle va dire, c'est que le français est en danger parce que si le Parti libéral devait être réélu, ben là, donc elle va dire que à la veille des élections, elle veut que le Parlement protège pour que qui que ce soit qui soit élu, on ne vient pas nous remettre en question la défense du français l'année prochaine, mais je pense que c'est comme ça qu'elle va l'aborder, là. Le sous-entendu étant, si jamais les libéraux gagnent l'élection puis que la clause n'est pas renouvelée, ben elle ne sera pas en 2027. Puis, ben, je pense que c'est dans ce créneau-là qu'elle va aller. Oui, c'est dans ces créneaux-là, mais tu sais, si elle évoque la clause dérogatoire, même en campagne électorale, les libéraux dire, de toute manière, elle a été renouvelée, la clause dérogatoire, pourquoi on me demande ce que je vais faire en 2027? Ça lui enlève finalement un argument d'attaque au moment où elle va pouvoir en débattre pendant la campagne électorale. Puis même la manière avec laquelle ça a été pensé, la clause dérogatoire, Mario, là, son renouvellement aux 5 ans, c'est pour qu'on puisse en débattre du renouvellement ou pas durant une campagne électorale. Même philosophiquement, pourquoi c'est 5 ans? C'est pour cette question-là.
Là, c'est on drôle, le fait parce pour... que tu sais qu'à Ottawa, parce qu'il y a deux chartes, là, tu sais. Ouais. À Ottawa, quand tu appliques la clause dérogatoire, je pense que c'est permanent. Là, c'est à Québec que c'est aux 5 ans, il faut renouveler. De certaine façon, la protection des droits et libertés est plus sévère au Québec parce qu'à tous les 5 ans, il faut en rediscuter. Là, on veut-tu vraiment maintenir ça? On a dérogé des droits et libertés. Est-ce qu'on veut toujours ça? Est-ce qu'on veut toujours ça? Tous les 5 ans, il faut se reposer la question. Ben, c'est contradictoire, mais l'idée ici, c'est de dire, quand on parle de clause dérogatoire, puis on utilise le terme clause dérogatoire, ce qui se cache derrière, c'est la suspension des protections, en fait, la protection de certains droits fondamentaux. Puis là, on parle de la langue française, puis on parle de laïcité, fait que ça vient nous chercher parce que c'est identitaire. Puis ça pourrait être utilisé sur bien d'autres sujets, là. Puis on a vu, par exemple, d'autres provinces l'utiliser pour la question des LGBTQ, l'Ontario l'utiliser pour des clauses de travail. L'utilisation de la clause dérogatoire est légitime à 1000%. Mais peut-on garder le caractère solennel? Peut-on garder la philosophie derrière, débattre de est-ce qu'on doit suspendre des droits fondamentaux? Moi, j'ai un malaise avec le fait d'utiliser la clause dérogatoire comme outil électoral plutôt que comme outil de protection sur les droits individuels. Mais toujours est-il que... Je suis mêlé. Le collègue Antoine Robitaille m'écrit en direct, qui nous écoute toujours, pour dire que c'est le contraire. 5 ans, c'est au fédéral. À Québec, il n'y a pas de limite. J'étais dans les patates. Totalement. Antoine Robitaille est toujours en train de veiller au grain. Là, je ne revérifie même pas. Je prends son texto pour du cash. Bon, on va voir ce matin une nouvelle gouverneure générale, M. Carney, qui est tout juste de retour d'Europe. Je notais tout à l'heure à Alexandre Dubé, quand tu regardes dans le passé, c'est un mandat de 5 ans, gouverneur général, mais souvent, on a étiré. Le 5 ans est devenu 6, parce que on n'est pas pressé, on dit on cherche une nouvelle personne, puis quand la personne qui est là fait l'affaire, un an de plus, pas grave, là, c'est bien. Là, M. Carney m'a dit une affaire. Hein? Eh boy! Il comptait les dodos. Il comptait les dodos. Il n'y aura pas de dépassement pour Mme Simon. Non, mais ça nous dit quand même que ça le fatigue, là, l'affaire de la langue. Là. Oui, ça démontre que ça le fatigue et c'est drôle parce que le nom n'est pas sorti. Là, il n'y a pas eu de coulage de nom. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est ça va être une femme. Elle va parler français. Comme si c'était, parler français, là, regardez, à l'avance, là, ça a été comme le critère principal, elle va parler français. Donc, oui, on nous dit, les informations qui sortent, c'est que ça va être une femme, qu'elle va parler français, qu'elle habite la grande région de Montréal. Donc, on peut imaginer, en fait, on peut conclure que c'est une Québécoise. Puis, il y a un nom, là, qui sort ce matin, souvent. Louise Arbour. Le Globe est un peu humoristique parce qu'ils sortent son nom, mais ils disent que le Globe s'est engagé à ne rien confirmer. Ils se sont engagés. Ils se sont engagés à pas le confirmer, mais ils l'ont sorti. Mais ils le mettent quand même dans le journal. Mais ils le mettent dans le journal. Ils confirment pas. Il y a deux sources. Parce qu'il y a deux sources proches de Mme Arbour qui ont refusé de commenter, mais qui ont dit que ça pourrait être une très bonne candidate. Ouais. Concluons ce qu'on a à conclure. Ça serait quand même une méchante belle prise, ça, pour Mark Carney. Louise Arbour, là, ancienne juge de la Cour suprême, ancienne haut-commissaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Mme Arbour, là, elle a 40 doctorats honoris causa, là. 40. Non, c'est une Canadienne d'exception. C'est juste que, puis tu sais, elle a l'air d'être en très bonne santé, mais à 79 ans, je me mets dans sa peau à elle, accepter un mandat de 5 ans avec des voyages, puis des obligations, puis tout ça, faut qu'elle soit... Tu sais, je sais que les gens, parfois, vont avoir tendance à dire « Ah, gouverneur général, c'est facile, patati patata. » Je suis certain. Mais je veux dire, moi, je sais pas si à 79 ans que j'accepterais un tel nouveau mandat de 5 ans avec quand même toutes les obligations, les déplacements, tout ce qui vient avec, là. Mais on voit qu'elle est encore active, là, à moins que je me trompe. Oui, là, j'ai vu que dans des cabinets d'avocats, elle est encore active. Alors peut-être qu'elle a encore le goût à la tâche et qu'elle a encore... elle se dit peut-être que la vie professionnelle comme juriste, elle la met un peu sur off, puis elle l'a un peu sur la glace, puis qu'elle va aller prendre ces responsabilités-là. Mais il est évident que si elle accepte Mme Arbour et que ça se confirme, il s'agit d'une bonne prise. Le Québec va probablement être heureux qu'une Louise Arbour puisse être nommée, mais ça va fâcher Daniel Smith, ça va fâcher l'Ouest canadien, parce qu'eux, ils disent ça fait des années, ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu de gouverneur général qui ne vient pas de Central Canada, comme ils l'appellent. Tu sais, on était beaucoup dans le Québec. Ça remonte à quand? Ça remonte à Ed Schreier? Il y a 30 ans.
pensais à Ed Schreier qui venait du Manitoba. Probablement. Je connais mon histoire. Hein? Tu connais très bien, surtout ton histoire des gouverneurs aussi. généraux. Je suis vieux mais aussi. Mario... Je l'ai connu. Mais je repasse après. Non, je pense que c'est vrai que... L'espèce de sentiment d'aliénation de l'Ouest, là. Ben, l'Ouest se dit, il me semble que c'est notre tour maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a eu Adrian Clarkson, il y a eu Johnston, il y a eu Michaël Jean, il y a eu Julie Payette, il y a eu Mary Simon. Ça commence à faire beaucoup du Québec et de l'Ontario. Il n'y a pas eu beaucoup de regards jetés vers l'Ouest. Si je peux me risquer une explication, ça manque peut-être de monde bilingue dans l'Ouest canadien. Il faudrait qu'ils voient ça, améliorer leur enseignement du français au primaire et au secondaire pour avoir plus de c'est peut-être ça. Merci, Yasmine. Merci, Mario. Alexandre, une transition non financée. En fait, c'est une jeune femme, parce que c'est ce qu'elle demande maintenant, qui dénonce ce qui lui arrive avec le ministère de la Santé, la RAMQ. C'est dans le journal ce matin. Donc, une jeune femme de 21 ans qui avait transitionné de genre à l'adolescence aux frais du régime public va devoir maintenant débourser au moins 30 000 $ de sa poche pour financer sa détransition. Alors, Rose Guérin a pris des bloqueurs d'hormones à 13 ans, de la testostérone à 14 ans, s'est fait retirer les seins à 16 ans. Et à 17 ans, tout juste avant une chirurgie majeure, on peut lire qu'elle a changé d'idée. Ben, la grande chirurgie, là. Oui, c'est ça. Alors, elle déplore qu'aucun service n'existe pour accompagner les jeunes dans sa situation, contrairement au soutien reçu dans sa transition. D'ailleurs, il y a une étude de l'Université de Montréal, publiée en 2025, qui confirme que ces jeunes se sentent souvent isolés faute de ressources qui sont adaptées. Mais moi, c'est la phrase qu'elle dit, finalement, dans ce qu'elle dit, j'étais pas... Elle a fait toute cette transition à l'adolescence, mais elle dit finalement, j'étais pas un homme dans un corps de femme, j'étais une femme mal dans sa peau, une fille mal dans sa peau. Puis elle disait qu'à chaque étape, ça allait pas mieux, elle voulait toujours la prochaine étape. Mais c'est parce que c'est épouvantable qu'on ne puisse pas débattre ce sujet à cause d'un mouvement idéologique comme radical, fou radical, mais... Il y a un vrai questionnement. Il y a de plus en plus d'experts qui disent à 13 ans, 14 ans... Que c'est jeune. Là. Que c'est hyper jeune, que est-ce que t'es pas à cette étape-là, à l'étape davantage d'un soutien psychologique, etc. Puis bon, si ça arrive, si ça se confirme, ça reste ferme en passant vers l'âge adulte, puis tout ça. Mais... écoute, des détransitions, puis dans certains pays, au Royaume-Uni, la question se pose, des détransitions, c'est une après l'autre. Et la phrase que cette jeune fille-là dit, j'étais pas un gars dans un corps de fille, là. J'étais vraiment une fille mal dans sa peau. Puis il y en a tellement des ados mal dans leur peau. Ben c'est ça. Est-ce que chacun, tu vas leur faire une transition d'un bord, puis après ça, une détransition? Puis là, on parle de chirurgie, on parle de douleur physique, de transformation majeure. Puis si tu te sentais pas bien, puis qu'il y a eu tout ça, imagine le chemin psychologique que tu dois faire ensuite. Enfin. Mais bon, c'est ça. On est... c'est devenu, cette affaire-là, indébattable. Puis, à mon avis, ça doit être discuté comme d'autres problèmes de santé, comme d'autres situations. Personne ne met en doute que la dysphorie de genre, ça existe. Mais en même temps... peut-être que, je veux dire, on est passé d'un extrême à l'autre. Là. Quand un jeune parle de ça, on est tellement... On n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de dire non. Quasiment que sans s'en rendre compte, on l'encourage, là, tu sais. Alors que peut-être qu'il vaudrait mieux dire, regarde, on va te donner un soutien, on va regarder, on va voir ça évoluer. Des mères qui dénoncent des mauvais soins. C'est une série d'articles dans le journal ce matin. 5 mères dont le bébé est décédé tragiquement lors de l'accouchement dans le même hôpital dénoncent les mauvais soins qu'elles ont reçus. Alors, les cas recensés par nos collègues s'échelonnent de 2019 à 2025. Dans chacun d'eux, le bébé était à terme, en bonne santé avant la naissance. Et les mères montrent notamment du doigt des délais trop longs avant l'obtention d'une césarienne, un manque de suivi médical durant le travail. Il y a des parents qui songent même à effectuer des démarches judiciaires. La direction du CIUS de la Montérégie-Ouest dit que chaque décès périnatal fait l'objet d'analyses cliniques approfondies. On ajoute qu'il n'y a pas d'enjeu de main-d'œuvre qui pourrait mettre à risque la sécurité des patients dans ce dossier-là. Mais c'est un gros dossier ce matin. Oui. On va parler d'ailleurs plus tard dans l'émission de la collègue Héloïse Archambault qui a reçu les témoignages. Mais on dirait que c'est quelque chose dont on parle jamais. Puis, c'est comme si c'était un peu de l'ancien temps. À l'époque, si on remonte 50 ans en arrière, 100 ans en arrière, on perdait beaucoup d'enfants.
Mais on a l'impression que présentement, ça n'arrive plus, mais c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive encore. Ouais. Alors, ça soulève bien des questions à l'hôpital du Suroît, à Salaberry de Valleyfield. Accident tragique à Québec. Oui, ça, c'est terrible. Puis il y a eu un développement là, dans les dernières minutes en lien avec cette histoire-là. Il y a un conducteur de 67 ans qui a été arrêté pour conduite dangereuse causant des lésions à la suite de cet accident dans lequel 2 enfants ont été blessés. C'est survenu hier dans le secteur de Beauport à Québec. Les 2 jeunes victimes heurtées marchaient sur le boulevard des Chutes près de la rue Francheville. Et les enquêteurs de la police ont procédé en soirée à l'arrestation de ce sexagénaire qui est détenu ce matin. Il doit comparaître aujourd'hui. L'alcool, nous dit-on, ne serait pas en cause dans cette histoire-là. Maintenant, quel est l'état de santé des enfants? Selon les plus récentes informations, il y a un des 2 enfants qui est dans un état critique ce matin. Il était inconscient d'ailleurs lors de son transport à l'hôpital. Au moins 2 véhicules endommagés là, dans cette histoire-là. Parce qui a chamboulé bien des parents. C'est ça, les enfants ont été frappés par un accident. C'est un accident de 2 véhicules qui est survenu. Puis après ça, les enfants ont été happés. Par un des véhicules là, qui était hors contrôle après l'accident. On va souligner quand même, avec pas mal de faste cet été, les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'activités là, qui vont être organisées, entre autres au Parc Jean-Drapeau. Et pour lancer les célébrations, en quelque sorte, ils ont demandé à Loud et au producteur Rough Sound, un producteur hip-hop, de créer une chanson pour le 50e. Ça s'intitule « D'où je viens ». Le district est rouge vif, la brique est rouge vin, et d'où je viens. Jamais j'oublie où je vis, je me souviens d'où je viens. Mon flambeau a la forme de la fleur de lys. Puis peu importe où je vais, je vis à l'heure de l'Est. D'où je viens, no place like home. Je viens du royaume de Mosaïen et de Leonard. Ça s'accompagne d'un vidéoclip avec des images d'archives des Jeux olympiques de 1976. Donc, on voit le Canadien de Montréal, le Mont-Royal. Ça parle des cônes. Oui, des La cônes chanson oranges. parle des cônes. Il y a des cônes oranges aussi. Musaïon, Leonard Cohen, la viande fumée de ces Schwartz Deli, entre autres, le Mont-Royal. On voit, les symboles, finalement, de la ville. C'est une chanson qui est franglais, comme Loud a l'habitude de chanter franglais dans ses concerts. Il sera d'ailleurs à l'esplanade du Parc olympique le 1er août, tout comme 1er août, Nadia Comaneci qui sera là aussi. D'ailleurs, le 1er août, c'est vraiment la première date, la date du 50e, ça commence vraiment là. Puis par la suite, cette chanson-là, il va la réinterpréter, lui, dans ses concerts. C'est une chanson qu'il a fait pour se dire, je veux souligner Montréal. Il parle beaucoup plus de la ville que des Jeux en soi. Pour lui, c'est ce que ça évoquait. Il dit, moi, j'étais pas là quand les Jeux ont commencé en 76. C'est nombreux qui n'étaient pas là.